Eh bien, bonjour à toutes et tous. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce webinaire Intelligence artificielle, jeux et stratégie. Je suis Edwige Vernery, membre de l'équipe pédagogique de l'Executive Education. Nous avons lancé ce webinaire à l'initiative d'un certificat que nous avons lancé cette année intitulé Stratégie, Leader et Leadership. Et nous avons aujourd'hui plusieurs intervenants qui vont pouvoir animer ce webinaire sous la conduite et l'expertise de Tristan Cazenave, ici présent. Voilà, Tristan, je vous laisse peut-être vous présenter. Alors, je crois qu'il y avait un slide de présentation. Oui, j'y reviendrai tout de suite. D'accord. Donc, je suis professeur en intelligence artificielle au LAMSAD. Donc, je fais de la recherche en intelligence artificielle depuis 30 ans. Donc, j'étais à Sorbonne Université avant, et puis à Paris 8, et puis après à Dauphine. Donc, j'ai travaillé essentiellement sur les jeux et sur les problèmes d'optimisation et notamment depuis 2000, à peu près 2000, les algorithmes de recherche Monte Carlo. Voilà, donc je suis éditeur de l'International Computer Game Association Journal, donc le journal de la communauté programmation des jeux. Je suis Cher Prairie, responsable du master en intelligence artificielle de PSL et du groupe IA et des jeux du CNRS. Merci Tristan. Alors on peut peut-être effectivement revenir quelques instants sur l'université, même si je pense que plusieurs de nos auditeurs aujourd'hui nous connaissent déjà. Que dire? Nous sommes effectivement grand établissement, membre de la conférence des grandes écoles. Nous faisons aujourd'hui partie d'un groupement Paris Sciences Lettres qui regroupe un certain nombre de grandes écoles et institutions de renom et avec un positionnement à l'international. Voilà, nous sommes spécialistes des sciences de gestion des organisations et du management et nous avons aujourd'hui un positionnement également dans les rankings internationaux qui nous placent entre 40 et 20e de ces classements. Donc, on en est très honoré depuis quelques temps. Voilà. Alors, au sein de l'Executive Education, eh bien, nous formons des cadres, des managers, des dirigeants. Nous avons près d'une centaine de programmes avec également une trentaine de formations certifiantes que nous déployons aussi parfois dans le sur-mesure au travers d'appels d'offres ou d'opérations à la demande d'organisations publiques et privées. Et de plus en plus, eh bien, dans nos cursus, nous intégrons une dimension soft skills, une dimension liée à l'agilité relationnelle et managériale. Et très récemment, nous avons eu à cœur effectivement de développer ce certificat stratégie leadership, qui est un lieu de rencontre unique avec l'école de guerre, puisque voilà, il y a ce partenariat qui sous-tend la création, la genèse de ce certificat et qui est destiné à donner une nouvelle lecture pour ceux qui le souhaitent aux différents temps de la pensée stratégique et du passage à l'action. Et pour ce faire, nous avons eu un soutien très précieux d'Emmanuel de Romémont ici présent, de Gabriel Morin et de Farid ici présent également. Écoutez, messieurs, je vais vous laisser la main. Je pense que j'ai fait le tour de cette présentation en quelques secondes et nous avons le plaisir aujourd'hui d'écouter Tristan. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai une petite question. Tristan, est-ce que vous acceptez que le support soit diffusé à la fin du webinaire aux personnes? Très bien, merci. Est-ce que Farid Benmalek nous entend maintenant? Oui, très très bien. Et vous m'entendez? Voilà. Et est-ce que votre caméra a pu s'activer? Ma caméra est activée, je crois. Parfait, on vous voit. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Farid. On le voit maintenant. Très bien, donc je vais vous parler d'intelligence artificielle, de jeux et de stratégie. Donc l'algorithme sur lequel on va commencer, c'est l'algorithme de recherche arborescente Monte Carlo, qui est l'algorithme le plus utilisé actuellement en programmation des jeux. Donc c'est quelque chose, donc à la base il y avait un algorithme qui s'appelait UCT, donc Upper Confidence Bound for Trees, qui était un algorithme qui date de 2006
dans lequel l'idée, pour jouer et faire une IA dans un jeu, c'est de faire des statistiques sur des parties aléatoires. Donc on appelle ça les play-out. Donc le principe, c'est qu'on a pour chaque coup un certain nombre de parties aléatoires qui ont été jouées. Et donc on fait la moyenne des résultats des parties aléatoires et ça nous donne à quel point le coup qui commence la partie est intéressant. Donc l'idée du CB, donc, qui a été utilisée en 2006 pour initier la recherche arborescente Monte-Carlo, c'est de balancer l'exploitation et l'exploration. C'est-à-dire que quand on a un coup qui a une bonne moyenne, c'est a priori un bon coup. Donc on a vraiment envie de l'essayer pour vérifier que c'est un bon coup. Mais il y a certains autres coups qui n'ont pas été beaucoup joués et qu'il faut regarder aussi parce qu'ils pourraient être le meilleur si on les regarde un peu plus. Donc UCB, c'est ce que ça fait, ça balance l'exploration avec un terme de regret et l'exploitation en choisissant le coup qui a la meilleure moyenne. Donc là, la formule, elle est assez simple. Donc c'est une formule qui vient des bandits en statistique, donc qui a des propriétés théoriques agréables, notamment qui minimisent le regret cumulé. Donc, si WI, c'est le nombre de gains et NI, le nombre de parties, WI sur NI, c'est la moyenne. Et donc, à cette moyenne, on rajoute un terme d'exploration qui est une constante fois racine de log de T sur NI. Donc, T étant le nombre de simulations et NI, le nombre de simulations du coup. Donc, c'est une formule assez simple et qui a donné d'excellents résultats, notamment au jeu de Go à partir de 2007. Donc, le principe du CT, il est résumé dans ce slide. Donc, au départ, il y a 4 phases. Donc, la phase de sélection où on a tous les coups qu'on a déjà regardés, donc qui forment un arbre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on descend dans l'arbre avec la formule que je vous ai donnée jusqu'avant, qui est la formule UCB. Une fois qu'on est arrivé à une feuille de l'arbre, on rajoute une feuille, c'est-à-dire on rajoute un coup qu'on n'a pas encore regardé. Et puis, on fait donc le sampling, c'est-à-dire une partie aléatoire derrière qui donne un résultat. Et la backpropagation, c'est que ce résultat, il est utilisé pour mettre à jour les statistiques de chacun des coups. Donc ça, c'est la façon dont on fait de la recherche Monte-Carlo dans les jeux. En 2007, il y a eu donc une amélioration très importante qui s'appelle Rapid Action Value Estimation, RAVE, qui a été fait par Sylvain Gély et David Silver. Et l'idée, c'est que quand on fait des statistiques sur des parties qui contiennent un coup, on a tout de suite des statistiques beaucoup plus rapidement. Et donc, le principe de RAVE, c'est de partir de ces statistiques qu'on a rapidement et d'aller graduellement vers les vraies statistiques des parties qui commencent par un coup. Donc, en 2015, j'ai fait GREVE, donc c'est Generalize de RAVE. C'est une modification toute simple de RAVE où, plutôt que de prendre les statistiques du nœud dans lequel on est, on va prendre les statistiques d'un nœud juste avant qui a plus de play-out pour commencer. Et donc, ça améliore très nettement, pour de très nombreux jeux, l'algorithme de recherche Monte-Carlo. Donc, c'est l'état de l'art en General Game Playing. Le General Game Playing, c'est une compétition qui a été organisée par Stanford, où les IA doivent jouer à des jeux sans connaître les règles à l'avance. Elles sont capables de jouer à n'importe quel jeu. On leur donne les règles et elles s'affrontent les unes les autres en jouant à un jeu dont elles viennent d'apprendre les règles. Alors, en fait, c'est assez ancien, le General Game Playing. Donc, c'est mon directeur de thèse, Jacques Pitra, qui avait initié les recherches sur ce sujet, donc dans un article de 1968. Et c'est en 2005 que les gens de Stanford ont repris cette idée en faisant une compétition annuelle à la conférence d'intelligence artificielle américaine. Et donc, il y a eu des compétitions depuis 2005, pratiquement tous les ans. Et donc, alors, avec Jean Méa, qui avait utilisé donc la recherche Monte-Carlo sur ce problème, on a été champion du monde en 2009 et 2010. Et toutes les IA qui ont gagné cette compétition depuis 2007 utilisent la recherche Monte-Carlo. Donc c'est pour montrer que la recherche Monte-Carlo, c'est quelque chose de très général. Et quand on n'a pas beaucoup d'informations sur un jeu, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Après, il y a eu une révolution. Donc la révolution Monte-Carlo, c'était en 2006. Il y a eu une seconde révolution qui était AlphaGo et ses descendants, donc AlphaGo 0, Alpha 0 et U0. Donc AlphaGo, il utilise aussi la recherche Monte-Carlo, mais ce qu'il utilise en plus, c'est un réseau de neurones qui lui dit deux choses, qui lui dit la probabilité qu'un coup soit le meilleur et qui lui donne une évaluation de la position dans laquelle il est, donc de l'état.
et ça aide énormément la recherche Monte-Carlo. Donc, le bandit dans la recherche Monte-Carlo, c'est un bandit différent de UCT, donc c'est la formule qui est là, enfin, je ne vais pas vous l'expliquer. L'idée, c'est qu'on utilise le prior, la probabilité qu'un coup soit le meilleur, pour biaiser l'exploration. Donc c'est le P de SA qui est la probabilité que le coup soit le meilleur. Donc on utilise cette formule pour descendre de l'arbre, et puis après on fait une évaluation avec le réseau de neurones. Et donc, quand ils ont fait AlphaGo, ils se sont rendus compte que les réseaux de neurones convolutifs, c'est-à-dire les réseaux de neurones qui étaient utilisés pour les images, ils donnaient d'excellents résultats au jeu de Go et dans les jeux en général. Donc c'est l'algorithme qu'ils ont utilisé qui est PUCT. Alors après, l'idée de la recherche Monte-Carlo, elle est super générale et ça ne marche pas que dans les jeux. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche dans les problèmes d'optimisation. Donc la recherche Monte-Carlo imbriquée, donc Neston Monte-Carlo Search, c'est un algorithme que j'ai fait en 2009 et qui est assez simple. Donc l'idée, c'est qu'on est, on est dans un état, donc on cherche à résoudre un problème, donc à trouver une séquence d'actions qui va maximiser un score. Donc sur l'arbre qui est à gauche, on a 3 coups possibles. Et donc le principe de la recherche Monte-Carlo, c'est de faire des play-out pour choisir parmi les coups possibles. Donc sur ces 3 coups possibles, on fait un play-out pour chacun des coups possibles. Donc le premier nous ramène 10 points, le deuxième 10 points et le troisième 20 points. Donc on va choisir le troisième parce que c'est celui qui, après un play-out, a le meilleur score. Donc on joue ce coup sur la droite et puis on recommence. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau 3 coups possibles, donc c'est l'arbre du milieu. Et on a des play-out qui nous ramènent 20, 30 et 10. Donc on choisit celui qui vaut 30 et on descend comme ça dans l'arbre jusqu'à atteindre un état terminal. Donc ça, c'est une recherche Monte-Carlo imbriquée de niveau 1. Le principe, c'est qu'on peut le faire récursivement, c'est-à-dire qu'on dit qu'une recherche de niveau n, c'est la même chose que ce que je viens de vous présenter, sauf qu'au lieu de faire des play-out, on fait des recherches de niveau n-1. Alors ce truc-là, ça a été appliqué au Morpion solitaire. Donc le Morpion solitaire, c'était un jeu qui avait été popularisé par Pierre Berlequin dans les années 70 dans Science et Vie. Il avait organisé des concours. Et donc il y avait pas mal des dizaines de milliers de gens qui avaient envoyé des grilles de Morpion solitaire en essayant de battre le record par des autres joueurs. Thématique en 2010, au Snack in the Box en 2012. Donc le Snack in the Box, c'est un problème de théorie des codes, et puis plein d'autres applications, dont le génie logiciel, la cryptographie, les jeux et la conception de molécules d'ARN en 2019. Alors en 2011, il y a eu l'apprentissage de Policy Out avec la recherche imbriquée, donc ça s'appelle Nested Rollout Policy Adaptation. L'idée, c'est de faire du NRPA avec de l'apprentissage de savoir si un coup est intéressant ou pas. Et donc le principe, il est assez simple, c'est-à-dire qu'on va jouer les coups. Donc les coups, ils ont associé à un coup, il y a un poids WI, et on joue un coup avec une probabilité proportionnelle à l'exponentielle du poids. Donc la probabilité de jouer un coup, c'est exponentielle de WI, exponentielle de WK. Et donc l'apprentissage, c'est quoi? C'est qu'on va apprendre à rejouer la meilleure séquence. Donc on rejoue la meilleure séquence, et pour le coup de la meilleure séquence, on fait le poids de ce coup et le poids plus 1. Et pour tous les autres coups qui étaient possibles sur le même état, on fait WI égale WI moins la probabilité de jouer le coup. Donc c'est une forme d'apprentissage très simple et qui donne d'excellents résultats. Donc là, vous avez la grille record du Morpion solitaire. Le Morpion solitaire, c'est on fait un rond et on coche 5 ronds. Donc c'est comme au Morpion, on a des attaques et le but, c'est d'en faire le plus possible. Donc sur la photo, vous voyez Chris Rosin, donc celui qui a inventé Nested Rollout Policy Adaptation, qui a eu le prix du meilleur papier à l'ISHCAI en 2011. Donc l'ISHCAI, c'est la plus grande conférence d'intelligence artificielle, donc pour l'apprentissage de politique de play-out au Monte-Carlo, et son record du monde au Morpion solitaire. Alors après, il y a eu effectivement pas mal d'applications de cette recherche Monte-Carlo à d'autres problèmes difficiles. Donc en 2011, il avait fait le Morpion solitaire et la conception de grilles de mots croisés. Ça a été, donc je l'ai appliqué en 2012
aux voyageurs de commerce avec des fenêtres de temps. Donc quand il y a des fenêtres de temps, c'est plus dur que le voyageur de commerce normal. Et puis c'est appliqué au packing, à l'alignement de séquences multiples en bioinformatique, donc à la conception de tournée de véhicules. Donc là, ça a été appliqué au problème, enfin je l'ai appliqué en 2020 au problème d'EDF. J'ai réussi à faire gagner à l'EDF pas mal de temps sur leur visite de clients, et puis il y a d'autres problèmes, dont la conception de molécules d'ARN, l'année dernière, où l'idée c'est d'avoir une molécule d'ARN qui a une forme donnée, et pour ça on crée une séquence de nucléotides qui se replie de la bonne façon. Donc ça peut être vu comme un puzzle, et on peut appliquer la recherche Monte-Carlo sur ce problème. Et donc, l'autre application de la recherche Monte-Carlo, ça a été AlphaGo. Donc on va un peu parler d'AlphaGo. Donc AlphaGo, il a joué contre Lycédol, qui était le joueur de Go le plus connu et le plus iconique. Et donc c'était en mars 2016. Donc à l'époque, AlphaGo, c'était le premier à utiliser les réseaux de neurones en combinaison avec la recherche Monte-Carlo de façon efficace. Et donc il a battu Lycédol 4-1. Donc Lycédol a quand même gagné une partie, ce qui était vraiment bien, mais ils avaient un système qu'ils avaient entraîné avec le réseau de neurones, associé à la recherche Monte-Carlo, qui a donné d'excellents résultats. Donc après, ils l'ont amélioré. Donc ils ont joué contre Kégier, qui était à l'époque le numéro 1 mondial en termes de points et de lot. Et ils ont gagné 3-0 contre Kégier. Enfin, ils avaient énormément amélioré AlphaGo. Et ensuite, ils ont fait AlphaGo 0, donc ils utilisent toujours la même recherche Monte-Carlo avec le bandit PUCT, et qui joue contre lui-même au lieu de commencer à apprendre à partir de parties professionnelles. Donc, qui, à partir d'aucune connaissance, a réussi à devenir meilleur que AlphaGo, enfin bien meilleur que AlphaGo. Et il y avait deux innovations dans AlphaGo 0. Donc d'abord, c'est l'utilisation d'un réseau résiduel. Donc, les réseaux résiduels, c'est des réseaux qui donnent très bonnes performances en reconnaissance d'image et en vision par ordinateur. Donc, je les avais utilisés au jeu de Go en 2016, quand j'avais refait AlphaGo et que je l'avais amélioré. Et donc, ils l'ont utilisé dans AlphaGo 0, et ça leur a permis de faire un gain énorme, enfin une progression énorme en termes de niveau LLO. Et l'autre optimisation qu'ils ont utilisée, c'est de partager le même réseau pour la politique et la value, les probabilités des coûts et l'évaluation de la position. Donc ça, c'est AlphaGo 0 en S-Slide. Donc l'idée, c'est le self-play en haut, où il joue des parties contre lui-même en utilisant le Monte-Carlo. Et donc il mémorise deux choses. Il mémorise Z, le résultat de la partie, donc gagné ou perdu, et la distribution des essais dans le Monte-Carlo à la racine, qui va lui permettre d'apprendre une politique. Donc il a pour chaque coup le nombre de fois qu'il a été essayé, et donc la probabilité associée au coup, c'est le nombre de fois qu'il a été essayé sur le nombre total d'essais. Donc ils entraînent à retrouver cette distribution pour trouver les meilleurs coups, et à retrouver le score final de la partie Z pour l'évaluation. Donc on voit les différentes optimisations qu'ils ont utilisées par rapport au AlphaGo de base. Donc c'est sur le diagramme qui est à gauche. Donc le AlphaGo de base, c'est des réseaux séparés et des convolutions. Donc c'est un peu plus de 3000 LLO. La courbe en rose, c'est des convolutions et un réseau partagé, donc ça fait 600 LLO de plus. La courbe en vert, c'est les résiduels et séparés, ça fait aussi 600 LLO de plus. Et quand ils utilisent à la fois les réseaux conjoints et les réseaux résiduels, ça leur fait 1200 LO de plus. Donc voilà, donc les réseaux résiduels, ça leur fait gagner 600 LO, et le partage de réseaux, ça leur fait gagner aussi 600 LO. Donc 600 LO, c'est énorme, hein, ça veut dire qu'un algorithme qui a 600 LO de plus qu'un autre, il gagne 99% du temps contre l'autre. Et puis, dernièrement, en 2020, il y a eu Polygames, donc c'est l'implémentation Open phase 0 par Facebook, qui a été appliqué à énormément de jeux, et qui a aussi des innovations en matière d'architecture de réseau, et qui a permis d'avoir des résultats meilleurs que les humains dans beaucoup de jeux. Donc les innovations, c'était une politique convolutionnelle qui permettait, et ce qu'on appelle le Global Average Pooling, qui permet d'avoir des choses indépendantes de la taille du damier, et donc d'apprendre sur les petits damiers et de généraliser aux grands damiers.
Et donc, l'année dernière, donc on a fait... alors, Quentin Cohen-Solal, qui est mon postdoc, a fait un algorithme qui s'appelle Descente, qui est différent de AlphaGo, AlphaGo 0 et ses descendants, et qui, au lieu d'utiliser une recherche Monte-Carlo, utilise ce qu'on appelle un minimax. Donc, c'est un minimax, c'est un algorithme traditionnel en programmation des jeux, hein, qui date des années 50. La particularité du minimax qu'il utilise, c'est que c'est un minimax non borné, et donc qui fait un développement asymétrique de l'arbre de recherche. C'est-à-dire qu'il va aller beaucoup plus profond dans les branches intéressantes que dans les branches moins intéressantes. Donc le principe aussi, c'est d'utiliser, de ne pas utiliser une politique, mais seulement une évaluation. Et on apprend le score qui est renvoyé par le minimax non borné. Donc on a publié ça dans un article qui s'appelle Minimax Traceback en 2021. Et on a participé aux Olympiades. Donc les Olympiades, c'est des compétitions sur les jeux qui existent depuis très longtemps, depuis les années 80. Donc tous les ans, il y a des Computer Olympiades où les meilleurs programmes de jeux s'affrontent. Et voilà, et donc il y a des médailles d'or, d'argent et de bronze. Et donc avec cet algorithme qui utilise le minimax et l'apprentissage par renforcement avec des évaluations par des réseaux de neurones, on a gagné 5 médailles d'or aux dernières Olympiades, donc sur les 5 jeux suivants, qui sont Othello 10 par 10, Breakthrough, donc Breakthrough, c'est l'image avec les pions noirs et les pions blancs. Donc on a 2 rangées de pions, et le but, c'est de mettre un pion sur la ligne adverse. Surakarta, qui est un jeu classique, donc qui est le jeu avec les pions noirs, les boules blanches et noires. Et puis Amazons, où alors là c'est un jeu où il y a énormément de coups possibles. C'est-à-dire le principe d'Amazon, c'est là où il y a les 8 reines sur le damier. On déplace une reine, donc comme une reine aux échecs, et elle tire un pion de go dans une des 8 directions. Et donc c'est un jeu combinatoire, c'est-à-dire que c'est le premier qui ne peut plus jouer qui a perdu. Et un autre jeu combinatoire, Clover, où on mange les pièces voisines de la couleur opposée. Donc on a eu 5 médailles d'or avec cet algorithme, donc c'est la meilleure performance qu'a eu un algorithme depuis le début des Olympiades, c'est-à-dire jamais personne n'avait gagné 5 médailles d'or dans la même Olympiade. Et pour finir, donc, alors, je vais vous parler d'autres styles de jeux, donc, dont on a parlé jusqu'ici. C'était des jeux à information complète, et donc on savait exactement quelle était la position et quels étaient, ce que donnait un coup possible, donc c'était déterministe. D'autres recherches sur lesquelles je travaille, c'est les jeux à information incomplète. Et donc sur les jeux à information incomplète, j'ai fait un algorithme qui s'appelle AlphaMu, notamment qui marche sur le bridge. Donc actuellement, l'état de l'art en programmation du bridge, c'est Perfect Monte Carlo Search, donc c'est de la recherche Monte Carlo qui simule des mondes à situation parfaite. Donc l'algorithme, il est assez simple. Donc on regarde tous les coups possibles. On génère des mondes qui sont compatibles avec ce qu'on sait. Donc on est au bridge, donc il y a une information inconnue qui est les cartes des 2 adversaires. Donc on distribue des cartes aux 2 adversaires et ça nous donne des mondes possibles. Et ce que fait le PIMC, c'est qu'il avec un minimax, la résolution exacte de chacun des mondes possibles. Et donc on joue le coup qui gagne dans le plus de mondes possibles. Donc ça, c'était l'état de l'art actuel en programmation du bridge. Alors, le problème de faire ça, alors il y a 2 problèmes qui ont été identifiés pour la recherche Monte Carlo en information parfaite. C'est la fusion de stratégie. Donc la fusion de stratégie, alors vous avez un exemple de bridge sur la droite, où là la question c'est, enfin on est maître à cœur, carreau et trèfle sans problème. Par contre, il nous manque la dame de pique. Et donc la question, c'est de savoir où est la dame de pique. Est-ce qu'elle est en est ou est-ce qu'elle est en ouest? Et le problème de PIMC, c'est qu'il fait un alpha-bêta dans chacun des mondes. Donc il résout exactement chacun des mondes possibles. Et donc, quand
quand il est en information imparfaite, il voit où est la dame. Donc il sait si dans certains mondes elle est à est ou dans certains mondes elle est en ouest. Et à chaque fois, il va faire l'impasse dans le bon sens pour récupérer la dame. Donc il va croire qu'il gagne dans tous les mondes, alors que dans la vraie vie, bah, il ne sait pas où est la dame et donc il ne sait pas s'il faut faire l'impasse en ouest ou l'impasse en est. Donc ce que fait Alphamu, c'est qu'il résout ce problème de fusion de stratégie, c'est-à-dire de ne pas savoir distinguer dans quel monde on est, en faisant une recherche arborescente. Alors l'autre problème auquel est confronté le PIMC, c'est la non-localité. Donc l'idée, c'est que les décisions qu'on prend dans certains des nœuds de l'arbre de recherche, si on les prend de façon locale, elles ne sont pas optimales au niveau global. Donc là, vous avez un exemple d'arbre. Donc les nœuds max, donc à information incomplète, c'est les carrés en pointillés. Et les nœuds min, donc ceux des adversaires, c'est les ronds. Et donc le principe de la recherche arborescente, c'est de remonter pour chaque monde le meilleur choix pour le nœud max. Et pour le nœud min, on suppose qu'il a une information complète, et donc il va choisir dans chaque monde le coup qu'il arrange. Donc sur ce monde, quand on est aux feuilles, on a l'évaluation de chacun des mondes. Donc on suppose qu'il y a 3 mondes. C'est pour ça qu'on a des vecteurs de taille 3. Donc par exemple, en bas à gauche, on a 1, 0, 0. Ça veut dire que c'est gagné dans le premier monde, perdu dans le deuxième et perdu dans le troisième. Donc le coup en D de max, il a le choix entre 1, 0, 0 et 0, 1, 1. S'il est myope et s'il choisit localement, il va choisir le coup de droite qui amène 0 à 1, puisqu'il a une meilleure moyenne, donc de 2 tiers, que le coup 1, 0, 0 qui a une moyenne de 1 tiers. Donc si on fait ça avec cet arbre, à la racine, quand on remonte les nœuds de cette façon, le joueur max, il ne voit pas la différence entre le coup B et le coup C, parce qu'il ramène tous les deux 0, c'est-à-dire que c'est perdu dans tous les mondes. Donc pour éviter ce problème, une solution, c'est d'utiliser des fronts de Pareto et des opérateurs spéciaux au nœud E. Donc là, vous avez l'exemple d'une remontée de front de Pareto, c'est-à-dire qu'au lieu de remonter seulement des vecteurs, on va remonter des ensembles de vecteurs et des fronts de Pareto de vecteurs, puisqu'on va enlever les vecteurs dominés. Donc là, quand on est au coup B, on a le choix entre 0, 1, 1 et 1, 1, 0. Et 1, 0 ne domine pas 0, 1 et 0, 1 ne domine pas 1, 0. Donc on va remonter les deux vecteurs, donc un ensemble de deux vecteurs, 0, 1, 1 et 1, 1, 0. Donc au coup max, on prend tous les fronts de Pareto des enfants et on les agrège dans un front de Pareto. Et ce qu'on fait au coup min, c'est qu'on prend le produit des fronts de Pareto des fils. Donc là, par exemple, le produit du front de Pareto de B et de C, ça donne le front de Pareto de A. Et donc ça permet de résoudre le problème donc, de fusion de stratégie et de non-localité. C'est-à-dire que dans l'arbre qui était précédent, il a une stratégie qui est d'essayer toujours de gagner dans le premier monde. Et donc, si on remonte on peut toujours obliger l'adversaire à avoir 1, 0, 0 si on choisit bien ses coups. Donc ce problème va être résolu. Donc voilà, donc je vous ai parlé de recherche arborescente Monte Carlo pour les jeux, pour l'optimisation avec la recherche imbriquée et l'apprentissage de politique play-out avec la recherche imbriquée. Et puis donc des développements plus récents comme AlphaZero, donc qui date de 2017, et puis les deux algorithmes, donc l'algorithme de Quentin Cohen-Solal, Descente, qui a réussi à gagner 5 médailles d'or aux dernières Olympiades, et AlphaMu, qui fait de la planification dans le domaine du bridge. Donc c'était un aperçu des différentes recherches sur l'intelligence artificielle dans les jeux et les algorithmes et les représentations qui permettent d'avoir des stratégies efficaces dans ces différents jeux qui ont différentes propriétés. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Donc maintenant, on peut peut-être passer aux questions.
Merci Tristan. Alors effectivement, on a normalement nos responsables de programme qui vous avaient préparé quelques petites questions avant de faire réagir l'auditoire. Est-ce que l'un d'entre vous, messieurs, souhaite prendre la parole? Farid, tu commences ou... Oui, je vais me lancer. Alors, merci Tristan, c'était vraiment extrêmement intéressant. Moi, il y a une question que je me pose, surtout dans le cadre de notre certificat stratégie leadership, c'est que quand je me souviens, quand on s'est rencontrés, donc il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, quand tu rédigeais ta thèse sur le jeu de Go, à l'époque, on pensait qu'on ne verrait jamais un algorithme battre des grands joueurs de Go. Et on voit que la conséquence, c'est que le pauvre Lycédol, devant finalement cette victoire d'AlphaGo, il vient de prendre sa retraite. Donc, comment ne pas se sentir un peu dépassé par cette accélération de ces algorithmes dans les jeux, dans la stratégie ou dans d'autres domaines? Oui, bah, effectivement. Moi, quand je faisais ma thèse, tout le monde me prenait pour un fou parce que tout le monde croyait que c'était impossible de faire un bon programme de Go. Et bah, voilà, ça a changé depuis 2016. Et le pauvre Lycédol, ouais, c'est lui qui s'est pris ça. Voilà, il est devant des millions de gens. Il a été battu par un algorithme alors qu'il pensait que les algorithmes n'étaient pas bons, quoi. Donc c'est effectivement psychologiquement très difficile. Et à la fois, enfin, voilà, super intéressant parce que moi j'étais invité à pas mal de compétitions en Chine où il y avait justement Lycédol, Kégier, enfin, et d'autres gens. Donc c'est aussi extrêmement intéressant pour ces joueurs de très haut niveau de voir de nouvelles stratégies qui émergent des ordinateurs et de pouvoir regarder ce qui se passe, d'avoir de nouvelles notions de Go qui apparaissent. Enfin, moi, je me souviens en Chine, j'ai été dans une compétition où il y avait donc des joueurs professionnels de très haut niveau et des ordinateurs, et ils utilisaient les ordinateurs pour regarder les jeux qui avaient inventé l'ordinateur et essayer de comprendre certaines variations, quoi. Donc je pense que ça a été super dur pour Lycédol parce que bah, voilà, il a perdu et c'était très désagréable pour lui. Mais ça a permis aussi de faire avancer le jeu de Go, enfin, d'une part par la publicité que ça a fait pour le jeu de Go, et d'autre part parce que ça a fait des innovations en termes de stratégie par le niveau qu'ont atteint les programmes qui est très supérieur à celui des joueurs humains maintenant. Donc, en résumé, donc, se servir de l'IA comme une aide et non pas comme Lycédol penser que c'est quelque chose qui va nous briser. Alors, bah, je pense qu'effectivement, l'IA, ça a permis de développer le Go et ça a été très utile pour les joueurs professionnels, même si c'est désagréable de perdre face à une IA, quoi. Mais oui. Je l'expérimente tous les jours. Merci Tristan. Gabriel, Emmanuel? Oui, dans la foulée, Tristan, merci beaucoup. C'est juste la question, le sujet qu'on pose avec le certificat, c'est comment les stratégies vont évoluer et comment aligner la pensée, la décision et l'action. Et avec ce que vous dites là, j'aimerais vous entendre. Est-ce que, à votre avis, comment est-ce que la façon de reboucler les questions stratégiques, avec toujours le débat entre la conception d'une stratégie et sa mise en œuvre, et donc de facto son évaluation, est-ce que finalement ça ne va pas permettre d'ouvrir, de créer de nouvelles stratégies, d'être plus large, d'être plus créatif? Est-ce qu'on peut voir les choses comment et jusqu'où on peut mettre de l'évaluation de l'IA dans ces processus stratégiques au sens où nous on l'entend dans notre certificat? Alors, oui, alors j'ai pas eu la fin de la question parce que ça a coupé. Oui, l'IA, décision et action pour l'IA, c'est très proche, quoi. C'est-à-dire que l'IA, elle passe tout son temps à réfléchir, à faire des plans, et une fois qu'elle a fait son plan, bah, décision et l'action, il y a pas trop de différence. Sauf qu'elle se remet à penser après, enfin, dans les jeux en tout cas, après chaque action, elle se remet à penser et puis elle peut avoir un nouveau plan. Mais tout le temps qu'elle utilise, c'est du temps de réflexion pour la pensée. Et puis après, la décision, c'est juste prendre le coup qui a la meilleure moyenne, enfin, qui a été le plus simulé dans le Monte-Carlo. Et l'action, c'est jouer ce coup. Donc c'est extrêmement simple. Mais oui, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors là, on l'a vu pour les
des jeux de plateau, mais il y a effectivement, sur des problèmes de stratégie plus complexes, probablement des choses à apprendre de l'IA, et on peut utiliser ce genre de méthode pour faire apprendre à l'IA de nouvelles stratégies et essayer de comprendre le problème plus en profondeur. Et derrière, après, la question, c'est est-ce qu'on est limité en niveau paramètres? Mais peut-être que est-ce que finalement, ça ouvre le champ des paramètres, en fait? Alors moi, quand on me parle paramètres, je pense paramètres d'un réseau de neurones, et dans un réseau de neurones, il y a des dizaines de millions de paramètres. Donc voilà, il y a mais bon, si c'est les paramètres d'un jeu ou d'un problème, effectivement, enfin, l'IA peut aussi aider à optimiser ces paramètres, quoi. Il y a des gens qui font leur recherche complète sur l'optimisation de paramètres pour un jeu ou pour un problème, quoi. Gabriel? Oui, bah déjà Tristan, merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Alors moi en 2 mots, je suis Gabriel Morin, donc je suis maître de conférence en développement de leadership à Paris 2 et donc partie prenante de la création de ce certificat auprès de Farid et d'Emmanuel. Alors moi j'avais une question auprès de Tristan. Dans la recherche en leadership aujourd'hui, pour aller plus loin, pour exploiter les données de manière plus pertinente et surtout plus innovante, on a recours à l'intelligence artificielle. Donc je vous donne juste un exemple là. Je viens de terminer une étude sur le leadership féminin qui s'intéressait pour la première fois aux plus grandes entreprises mondiales. Et l'idée, c'était de voir déjà, comme c'est quelque chose qui n'est pas renseigné, aller mettre en place plein de requêtes et notamment l'intelligence artificielle pour connaître le sexe de ces dirigeants et dirigeantes-là. Et derrière ça, on a fait une étude de sentiment analysis, vous voyez, pour voir dans les déclarations de toutes ces femmes leaders, qu'est-ce qu'il y avait en termes d'analyse de leur type de communication, de leur style de leadership. Et en effet, on a fait une étude très innovante. Donc, globalement, moi, ma question, c'est comment là-dessus l'intelligence artificielle, vous voyez, peut aider la recherche. Alors là, notamment dans mon domaine de leadership, mais aussi peut-être dans d'autres domaines. Enfin, en gros, voilà comment vous voyez cette utilisation supplémentaire d'intelligence qui permet d'avoir des données et de les optimiser en fait dans un objectif de recherche. Oui, bah, effectivement, enfin, ce que vous dites, c'est intéressant. Enfin, alors moi, je donne un cours de réseau de neurones donc dans le master d'IA, et donc un des exemples que je donne à mes étudiants, c'est effectivement la classification de reviews de films. Donc c'est Internet Movie Database, où on dit est-ce que la review est positive ou négative, et puis on a un réseau de neurones qui apprend très bien à faire ça. Et donc effectivement, si on veut exploiter toutes les données qu'on a sur les entreprises, sur les leaders et toutes les choses donc à propos des entreprises qu'on peut récupérer un peu partout, on peut utiliser l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones pour classer ces données et faire ressortir des choses intéressantes de ces données. Donc il y a effectivement dans l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones, les réseaux de neurones que ceux qui sont utilisés dans les jeux, des choses à faire sur l'extraction d'informations pertinentes de toutes les données qu'on a, quoi. Ok, merci. Alors, question de la salle. Peut-être un autre dans les questions de la salle. Alors, parmi notre auditoire, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ah. Alors, ça a coupé pour moi, j'ai pas entendu la question. Il n'y a pas de question pour l'instant encore. D'accord. Sinon, moi j'ai une question complémentaire, si je me permets, puisqu'il n'y a pas de question. Je peux la poser, c'est bon? Oui. En fait, j'ai vu, pas plus tard que samedi, un groupe de rock qui est assez connu, que vous connaissez sans doute, qui est Duran Duran. Et en fait, apparemment, c'est le premier groupe qui utilise l'intelligence artificielle pour ses nouvelles créations artistiques. Et vous savez, souvent, c'est quelque chose qu'on met toujours en débat. Est-ce que la créativité humaine là-dessus peut être remplacée ou concurrencée par l'IA? Qu'est-ce que vous pensez de ça, l'utilisation, vous voyez, dans un domaine encore plus créatif comme la musique? Et je vous dis, il y avait donc ce groupe, la Duran Duran, qui expliquait qu'en effet, maintenant, ils ont aussi recours à l'intelligence artificielle dans leur propre création.
Alors, ouais, donc dans les réseaux de neurones, il y a eu un truc extrêmement intéressant. Vous m'entendez toujours là? Oui, Oui, ça d'accord. saute un peu, mais D'accord. Oui, donc il y a eu quelque chose d'extrêmement intéressant dans les réseaux de neurones, sont les réseaux antagonistes génératifs, donc Generative Adversarial Network, les GAN, qui permettent, avec un réseau de neurones, de créer alors c'est des images à la base qui ressemblent à certaines autres images, mais qui sont originales. Il y a eu Enfin, il y a eu énormément de travaux depuis l'invention des GAN il y a quelques années sur la créativité des algorithmes et la façon d'utiliser les réseaux de neurones pour créer des choses qui sont différentes, qui existent, qui sont une sorte de melting pot de tous les exemples qu'a vu le réseau de neurones. Donc je pense que là, enfin, donc ça, c'est l'application des réseaux de neurones à créer des images, mais ça peut être créer des sons, créer des musiques. Notamment, il y avait, alors, je me rappelle avoir été à une soirée organisée par Sony, donc le laboratoire de recherche de Sony à Paris, où il y avait François Pachet qui représentait une musique complètement créée par une intelligence artificielle. Donc c'était une musique à la façon des Beatles. Donc c'était aussi super intéressant. Donc, et la musique était bonne? Ça ressemble. Oui, c'était pas mal. Ouais. C'était Cadiz. Allez, moment, Tristan. Ah, vous entendez moins bien, Tristan. Oui, là, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Tristan. D'accord. Merci pour votre réponse, en tout cas. Oui, voilà. Donc, il y a les GAN, il y a la musique, et puis c'est ce que je disais, comme au jeu de Go, quoi. Au jeu de Go, le fait de faire jouer des ordinateurs contre lui-même et puis d'avoir un niveau qui s'améliore sans cesse, ça a permis de trouver de nouveaux concepts, enfin de nouvelles façons de jouer au jeu de Go, quoi. Et ça, de même que les programmes d'échecs qui sont bien meilleurs que les êtres humains, ils ont des stratégies qui sont différentes des joueurs d'échecs classiques et dont ils peuvent s'inspirer, quoi. Donc, voilà. Donc il y a cette créativité dans les jeux et puis il y a la créativité plus générale, enfin, des réseaux de neurones en images et en son. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport au leadership. Dans ce qu'on voit dans le leadership par rapport, c'est le côté humain. Et on parle de créativité des machines et autres. Je pense que le leadership est aussi lié au fait que les gens sont attirés par le charisme des personnes et autres. Comment, par rapport à la machine, quelle interactivité vous voyez entre l'être humain et la machine pour favoriser justement ce charisme qui peut être utile et très important dans le leadership? Alors, le charisme de la machine, c'est un peu particulier. Alors, comment dire? Je voulais dire l'utilisation des machines pour améliorer le charisme des humains. Enfin, j'ai un peu de mal Non, à. en fait, c'est pas ça. C'est plus le leadership est très lié au charisme. Les Oui, machines oui. n'ont pas cet aspect-là d'émotion et autres à faire passer. Comment, dans le futur, si on utilise les machines pour prendre des décisions, faire que les gens puissent adhérer en sachant que c'est pas forcément que des êtres humains qui ont pris des décisions, mais aussi une Alors, machine qui a participé. effectivement, enfin, une machine ne remplacera jamais le charisme d'un être humain. Enfin, voilà. Donc si on utilise des machines pour aider à la décision, après, il faut que l'être humain, qui est le leader, emporte l'adhésion. Et pour ça, peut-être suffit pas d'avoir la décision de la machine, quoi. Il faut aussi avoir peut-être un support pour cette décision pour entraîner l'adhésion. Peut-être que ce qu'on peut dire, Tristan, pardon, vous m'entendez? Oui, oui, voilà. Oui, et ce qu'on peut dire en complément, c'est qu'il y a dans les histoires, c'est toute l'ambition de notre certificat, c'est d'aborder toutes les questions stratégie, leader et leadership.
Et il y a des domaines qui sont quantifiables, qui peuvent bénéficier d'une aide de l'intelligence artificielle, et il y a des domaines qui ne peuvent pas en bénéficier. Et toute l'idée, c'est justement de s'appuyer, de gagner du temps dans ce qui est un peu plus complexe, dans la vision, la stratégie, les choix stratégiques, pour laisser de la part à l'intuition, à la créativité. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Comme exactement, quand on fait le parallèle avec ce que j'ai connu, moi, dans ma carrière de pilote de chasse, c'est de ce parallèle entre ce que peut apporter la machine et ce qui est la part de l'homme, qui était fait d'intuition. Donc, c'est toujours une question de rééquilibrage, mais je devine, en tout cas, et on le devine, on le voit déjà, l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle pour réduire ce temps de la décision, de l'analyse et aller justement plus d'attention à tout ce qui est humain. Donc, il n'y a pas d'opposition, à mon avis. Alors, une question de Yann H. Je ne sais pas si Yann H est toujours présent. Oui, visiblement oui. Oui, oui. Yann, on vous laisse la parole. Moi, je l'ai écrit. Ouais. Sinon, il a écrit sa question dans le chat. Donc, vous voulez que je la lise? C'est ça. Ouais. Donc, surveillance de site web, dispo, performance, est-ce que cela peut permettre de détecter des anomalies et de faire de la prédiction sur de futures anomalies? Quelle piste? Alors, oui, l'IA, ça peut permettre de trouver ce genre de choses si on lui dit quelle est la forme des anomalies. Donc, ça peut être soit un apprentissage qui est d'apprendre quelles sont les choses normales et les choses anormales, ou alors ça peut être effectivement une IA plus classique, c'est-à-dire une IA dans laquelle on définit les choses qui sont normales et par extension on trouve les choses anormales. Parce que dans l'IA, on voit qu'on range deux choses. On range soit une approche statistique Monte Carlo, soit on a une approche avec des réseaux de neurones. Donc l'IA, ce n'est pas que des réseaux de neurones, en fait, c'est ça? Oui, voilà. L'IA, c'est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'il y a les réseaux de neurones et la recherche Monte Carlo, c'est une partie de l'IA, mais il y a plein d'autres domaines dans l'IA qui ont plein d'autres applications, quoi. Donc l'IA, c'est très vaste, et ce que j'ai présenté, c'est une partie de l'IA seulement. Donc voilà. Il y a effectivement, on peut en mettre en place des algorithmes pour détecter les anomalies. Il y a aucun. Voilà, ça pose aucun problème, quoi. Ça pose juste le problème soit de définir les anomalies, soit de créer une base d'exemples où on fait apprendre à un algorithme à faire la différence entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et je me permets juste d'intervenir, Tristan, pour dire que vous demandez aussi si, justement, en termes stratégiques, d'un point de vue, quand on détecte les systèmes qui marchent, les opérations, les campagnes, et d'un point de vue militaire notamment, on parle de détection d'incongruité. Et est-ce que dans votre domaine, quelque chose, justement, l'IA pourrait être quelque chose qui pourrait être détecté, l'incongruité d'un plan, de sa mise en œuvre, et est-ce que ça pourrait être, est-ce que c'est un discours qui vous paraît pertinent? Alors, moi j'aime bien le jeu de Go, donc je vais revenir au jeu de Go. Donc, effectivement, au jeu de Go, on a un réseau de neurones qui donne une politique. Et cette politique, elle donne la probabilité de jouer chacun des coups. Donc, effectivement, si le joueur en face, il joue un coup complètement improbable, ben, on va détecter que c'est très bizarre, quoi. Et d'ailleurs, dans la partie qu'a gagné Lycédol, à un moment, il a joué un coup très bizarre pour l'IA qui l'a un peu déstabilisé, quoi. Il y a Mohamed El Arbaoui qui pose la question, qui lève la main, si vous voulez parler. Oui, bonjour, c'est Mohamed El Arbaoui. Donc, je suis consultant à Casablanca, au Maroc. Donc, je vous remercie, Tristan, pour l'excellente présentation. Vous revenez vers 6 heures? Oui, justement, j'ai suivi la conclusion. Je voudrais savoir quelles sont les trois idées, en synthèse. En synthèse, quelles sont les trois idées qu'il faut retenir de ce séminaire? C'est un. Et deuxième question, quels sont les trois piliers de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'expertise comptable et du commissariat comptable?
Alors, une idée que vous pouvez retenir du séminaire, oui, merci. Donc, une idée que vous pouvez retenir du séminaire, c'est que les algorithmes pour les problèmes à information incomplète, ce n'est pas forcément les mêmes que les algorithmes pour les problèmes à information complète comme le Go ou les échecs. Après, une autre idée, c'est qu'effectivement, la recherche Monte-Carlo liée au réseau de neurones, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement performant et qui donne de très bons résultats pour les jeux, mais que ça s'applique non seulement aux jeux, mais à d'autres problèmes qui sont des problèmes difficiles d'optimisation. Ça vous va comme 3 choses à retenir pour ce séminaire? C'est parfait, c'est parfait. Et juste pour les piliers, les D'accord. Et 3 donc, piliers. la question après, c'était quoi? C'était Oui. Les trois piliers de l'intelligence artificielle. Oh, ben, l'intelligence artificielle, c'est extrêmement vaste. Donc, voilà, il y a pas 3 piliers, il y en a 1000. Mais dans ce que j'ai présenté, les piliers, c'est la recherche Monte-Carlo, la recherche arborescente comme le Minimax, et puis les réseaux de neurones. Très bien, excellent, excellent. Merci, merci. D'autres questions? Bonjour, ici Fabrice Radja. Tristan, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant la résolution de problèmes. Dans des cas d'utilisation dans l'industrie, est-ce que le calcul quantique est une nécessité? Ah bah, alors non, ce n'est pas une nécessité, puisqu'on arrive à faire plein de choses sans le calcul quantique, mais le calcul quantique, effectivement, c'est une voie très prometteuse pour la résolution de problèmes industriels. C'est-à-dire que, notamment les problèmes combinatoires sur lesquels dont je vous ai un petit peu parlé avec la recherche Monte-Carlo, ils gagneraient, ils gagneraient beaucoup à avoir un ordinateur quantique. D'accord, merci. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est très prometteur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que les entreprises ou différents pays explorent et considèrent comme étant ok, je comprends que ce n'est pas une nécessité aujourd'hui, mais est-ce que c'est un avantage compétitif demain? Ah bah oui, bien sûr, oui, oui. Après, c'est toujours assez incertain, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas faire. Voilà, c'est pas démocratiser le calcul quantique, mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'y intéressent et qui cherchent à développer cette façon de calculer qui va permettre de résoudre, qui quand elle fonctionnera, si elle fonctionnera, résoudra énormément de problèmes. Merci pour votre réponse. D'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, moi je rajouterais juste un point là, sur lequel Tristan a été interrogé par rapport au leadership et le charisme. C'est qu'en effet, le leadership, c'est un processus qui a besoin d'être incarné. Et c'est là où le rapport, je dirais même à la chair, est toujours, je dirais, fondamental. Voilà, c'est tout ce que je rajouterais là-dessus. Oui, et puis peut-être que ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que la question fondamentale, c'est de maintenir, d'utiliser l'IA. Je pense qu'il y a l'IA dans les mises en situation. Je crois qu'il y a un énorme apport pédagogique qu'on peut imaginer dans les mises en situation qu'on est en train de préparer ensemble, Gabriel, Farid. Ça me semble un apport considérable pour les choix stratégiques. Mais il y a un piège derrière tout ça, c'est le piège de la quantification, c'est le piège de mesurer finalement l'efficacité que à l'aune de ce que l'on peut quantifier, des paramètres et tout. Et donc, il y a une part d'intelligence humaine, de choses qui ne sont pas quantifiables. Et donc, c'est toujours cette adéquation. C'est pour ça que dans le monde opérationnel, on dit souvent que le niveau tactique, on peut bénéficier de l'intelligence artificielle, mais au niveau opératif et au niveau stratégique, c'est au moment où on met en œuvre une stratégie, ça n'est pas possible.
Et par contre, on peut quand même. Donc, le défi, c'est de trouver du juste dosage. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ça supposerait de suivre un cours de stratégie à appliquer, mais c'est quand même quelque chose de fondamental. Mais le risque est vraiment d'aller vers la quantification, vers ce qui est en mesure, et avec des risques d'échec stratégique, et que la machine va vous amener vers ce que vous percevez comme une victoire tactique et qui va être finalement un échec stratégique. Et Farid, l'exemple du jeu de Go, c'était peut-être ça qu'à ce moment-là, le Go prenait une décision qui est une décision de court terme et il n'intègre pas de mission. Et c'est peut-être là qu'il y a eu peut-être la victoire de Lee Sedol, je ne sais pas, mais il y a toujours ce débat entre court terme et moyen terme et long terme, quoi. Oui, je ne sais pas, peut-être que si je pouvais compléter, Tristan, moi, la chose que je trouve extrêmement difficile quand on revient au jeu de Go, c'est que quand on joue face à une IA de type AlphaGo ou d'autres, Katago, etc., en tant qu'être humain, on se sent toujours petit. On a le sentiment qu'on a face à nous une machine qui est un algorithme qui est beaucoup plus fort que nous, et donc on se limite en tant qu'être humain. Donc, comment faire pour ne plus, pour avoir toujours confiance en l'intelligence humaine et pas penser que finalement nous sommes complètement écrasés par cette intelligence artificielle, notamment quand on joue au Go. Alors, j'ai pas entendu la fin, j'ai dit, ça a coupé à comment faire quand on est à... Quand tu joues contre une IA, en fait, en termes de jeu de Go, tu as l'impression que l'IA va toujours t'écraser. Donc, quand tu as le choix entre deux options, une option un peu risquée et une option très prudente, l'humain va avoir tendance à jouer plutôt la version très prudente, de peur d'être battu s'il joue la version risquée par l'IA. Alors, après, ça dépend effectivement si tu joues à égalité ou si tu joues à handicap, quoi. Handicap. Ouais, enfin, si tu joues à handicap, l'option prudente, elle peut être gagnante contre une IA, quoi, parce que même une IA, à partir d'un certain handicap, elle peut plus battre un humain qui est prudent, quoi. Alors qu'un humain qui va déclencher un combat, bah, il va être dominé en termes tactiques, et donc il va perdre le combat, et puis c'est une catastrophe, quoi. Donc après, ouais, à égalité, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est compliqué de toute façon, quoi. Qu'on joue prudemment ou qu'on joue de façon plus audacieuse. Impossible. Donc, on en revient finalement à la question, c'est quoi un problème, un problème, quoi. Les problèmes qui sont soumis à l'IA. Vous parlez de problème industriel, le problème stratégique, c'est quelle est la nature du problème. Et en fait, l'IA ne pourra résoudre que les problèmes que les humains lui poseront et en quels termes ils lui poseront, quoi. Ben, oui, et puis enfin, là, tous les exemples qu'on a vus, c'est des exemples assez abstraits. Donc effectivement, par rapport au monde réel, on est dans une abstraction du monde réel, quoi. Donc on est, voilà. Alors dans cette abstraction, l'IA est bien meilleure, mais elle ne voit pas tout, quoi. Elle est quand même beaucoup plus limitée. Est-ce que François... Il me semble qu'on a une question de Jonathan. Ah. Il y a Jacomette aussi, Jonathan et Jacomette qui posent la question d'une formation spécifique. Oui, oui, enfin, on a le master intelligence artificielle, système, et sciences des données, donc au département de formation continue qui fait une formation sur l'IA, oui. Et il y a une question de Jonathan sur l'avancée de l'intelligence artificielle. Je crois que vous la voyez, Tristan. Oui. Alors, la recherche Monte-Carlo qui est utilisée dans AlphaGo, c'est un truc qui a été inventé par des Européens et qui a été développé par des Européens. Donc, on n'est pas. Puis même AlphaGo, c'était des Anglais, quoi. Donc, on n'est pas forcément derrière, hein.
Et la question, encore une fois, c'est il y a la recherche, puis il y a la mise en application. La recherche, il y a... Effectivement, les entreprises américaines, elles sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus importantes que nos entreprises à nous, mais bon. Mais il faudrait peut-être, oui, enfin, faire que les entreprises utilisent ce qu'on fait en recherche un peu plus, quoi. Ouais, mais et puis il n'y avait pas que les entreprises. Moi, j'insiste beaucoup. Je pense qu'en termes pédagogiques, et Dauphine est quand même un sacré testbed, comment dire, une plateforme très intéressante là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en termes de pédagogique qu'on pourrait appliquer et où l'IA pourrait vraiment servir beaucoup plus. Est-ce qu'on arrive... Est-ce que, Edwige, nous avions, moi je veux bien relancer Tristan sur les questions, mais je pense qu'on arrive à la fin. Nous avions 1 heure, en effet. Donc, écoutez, si on a fait le tour des questions, je pense que vous avez très largement, effectivement, décortiqué les questions qui étaient possibles. Il y en a une dernière, en effet. Est-ce qu'il est possible de modéliser une situation ou des situations humaines et stratégiques comme en jeu de Go pour résoudre une question avec l'intelligence artificielle? Oui, on est au cœur de notre sujet avec cette question. Merci, Olivier. Est-ce que l'on peut modéliser finalement des situations complexes et stratégiques? Alors oui, bien sûr, on peut les exemples que j'ai donnés, c'était des exemples où on faisait des choix stratégiques dans des domaines difficiles, quoi, qui n'étaient pas que le jeu de Go. Donc il y a plein d'applications de ce genre d'algorithme à plein de problèmes différents. Mais on peut modéliser, mais toujours avec ses limites. C'est-à-dire qu'il faut garder une part de recul et qu'il faut avoir l'intelligence. Et c'est là où le déplacement, l'intelligence humaine, c'est exactement comme en aviation. On utilise l'intelligence humaine à d'autres choses. Et l'intelligence sera dans la détection d'incongruités, des faiblesses. Et d'où l'importance de savoir qu'est-ce qu'on rentre comme hypothèse. Et donc, l'IA est le support d'un raisonnement, mais il faut pas être conduit par ça, quoi. Il ne faut pas être IA-driven, quoi. Ouais. Il faut, voilà, enfin, l'IA, ça peut être extrêmement performant, mais il y a aussi des limites, quoi, oui, c'est clair. Très bien, bien, votre intervention était très éclairante par rapport effectivement aux marges de manœuvre, notamment stratégiques, et puis sur les domaines de prise de décision qui nous importent. Messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions pour clôturer ce webinaire, je n'ai plus qu'à vous remercier au nom de toute notre équipe Executive Education, et puis en espérant retrouver certains d'entre vous sur nos ondes Teams à d'autres occasions. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay. Je laisse peut-être l'équipe marketing et com préciser certains points pratiques si mesdames, vous le souhaitez. En tout cas, merci messieurs pour ce temps et la pertinence des interventions et des questions. Merci Tristan. Merci. Merci Tristan. Merci à tous et à toutes. Et on se retrouve pour certains le mercredi prochain, alors à 18h15 pour présenter justement et parler de ça. Et en tout cas, j'ai la certitude que dans le certificat qui est vraiment innovant, et j'insiste bien pour avoir pratiqué et enseigné ces domaines-là, je pense que l'IA sera un support sur lequel on peut largement progresser et transférer la connaissance beaucoup plus rapidement qu'on le faisait avant.